Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la Petite Balle Blanche, épisode numéro 3 de 2024, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes habituelles de podcasting ou regarder sur YouTube depuis la chaîne du blog LPBB. Je suis Lionel Baucher et les chroniqueurs sont là, ou presque tous là, puisque nous sommes encore plus mauvais que d'habitude pour ce qui est de la parité avec l'absence de Marion. Notre consultante est du côté de Chantilly pour un match avec son club de Saint-Germain. Il n'empêche, bonjour à vous messieurs, Gurvan, Olivier et Cyril. Bonjour. Bonjour à tous. Allô tout le monde. Comment ça va les gars? Très bien. Très Ah, bien. c'est super chez nous, mais il pleut, mais il pleut, mais il pleut, mais il pleut, mais il pleut. En fait, vous pouvez pas, presque pas plus jouer que Cyril et moi avec toute la flotte qu'il y a là. J'ai Olivier joué jeudi disait dernier. tout à l'heure que c'était fermé, même certains parcours. Ce week-end, il y a une compétition départementale qui a été annulée à Pornic pour cause de pluie trop importante. Voilà. Et moi, j'ai joué jeudi dernier. J'ai failli perdre 2 ou 3 fois ma chaussure. Mais à part ça, on a joué à Marivaux. Les greens étaient extraordinaires, mais il y a quelques petits endroits sur les fairways où, voilà, compte tenu de mon poids, ça ventouse. Et Cyril, toi, moi je sais toujours pas Toujours quand la le club va déprime. ouvrir. Ouais. Toujours la déprime. Non, bah, il y a toujours des clubs qui ouvrent, dont un surtout qui peuvent là, le long des lignes, dès la frontière à la colle, à 1h30 de Montréal. C'est sûr que le terrain il mange un coup, mais je pense que nous on s'approche. Ça approche. On devrait pas encore avoir de grosses bordées de neige là, mais ouais, on va dire que dans 2 semaines ça devrait être bon. Hein. Ça va ouvrir à peu près partout. Nous Ah aussi, oui. on espère. Ouais. Moi, je suis allé je suis allé sur la côte ouest de Hein. la Suède pour Pâques et là on a pu jouer quoi. Parce que ça ferme quasiment pas de l'année. Mais ici à Stockholm, non, on sait même pas quand ça va réouvrir. Quoi. Ils ont toujours pas annoncé. Alors il y a la journée de nettoyage. Parce que c'est une tradition dans les clubs en Suède, c'est qu'ils font appel aux membres avant l'ouverture de la saison. Je sais pas, peut-être c'est peut-être pareil au Québec, mais pour nettoyer le parcours en fait. Tous les trucs qui vont traîner à droite à gauche, donner un coup de main autour des bunkers, enfin voilà. C'est un peu donc toute la journée, ou des fois un week-end entier, et les gens y vont, et puis bon, en échange, je crois que tu gagnes, on t'offre un green fee visiteur, tu vois, parce que la plupart du temps, c'est que tu peux offrir à quelqu'un. Donc c'est plutôt sympa comme tradition. Donc ça permet à tout le monde de se sentir concerné, même si tu t'aperçois Ouais. que dès que les parties commencent, tout le monde n'en a plus rien à faire des bunkers, enfin bon, c'est comme d'habitude, quoi. Ça ne change pas. Allez, sans plus tarder, le déroulé de cette émission. On va faire le point sur nos tricolores, que ce soit sur le DP World Tour, le PGA Tour, et on espère avoir le temps de parler un petit peu aussi du LPGA, puisque dans 2 semaines, c'est le premier majeur féminin, donc qui va suivre exactement le Masters, donc le Chevron Championship pour les filles, et le Masters cette semaine avec notre représentant français, alors que chez les filles, elles seront 2. Et puis d'ici une petite demi-heure, on va accueillir notre invité, Jean-Sébastien Légaré, JS. C'est pas Jordan Spieth, qui est sans doute trop occupé à jouer sa balle depuis le garage des tondeuses ou les vestiaires du clubhouse, on ne sait pas trop. Non, JS comme Jean-Sébastien de son prénom, Légaré de son nom et canadien de nationalité, un compatriote de Cyril, et JS qui est coach technique et mental. Donc nous aurons un duel
en perspective de l'approche mentale du golf entre ce côté-ci de l'Atlantique et de l'autre côté. Et puis nous garderons JS avec nous pour un petit duel franco-québécois, on va dire, Parfait. spécial Masters. Voilà. Je vais passer la parole à Olivier pour faire un point sur Ilan Sebillo. Alors, je rappelle pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois, Ilan est un jeune amateur de 18 ans que l'on suit depuis pour la 3e année sur le blog de la Petite Balle Blanche, dont Olivier est le coach mental. Donc voilà, on suit ses aventures et la route qui le mènera peut-être un jour vers le golf professionnel, puisque c'est son objectif. Olivier. Ouais, c'est effectivement l'objectif. Lors de l'épisode précédent, on a parlé du calendrier, et puis je me souviens que Gurvan m'avait interrogé voilà, sur les objectifs de l'année à venir. Et cette année, c'est une année de transition, de construction, comme le dit Ilan lui-même, parce que voilà, ici il a des nouveaux clubs, il travaille un nouveau swing là depuis cet hiver, qui n'est pas encore au point, mais il y a du travail pour lequel il pense être fin prêt au mois de juin. C'est une année de construction parce qu'il y a aussi des nouveaux sponsors qui l'accompagnent. Donc beaucoup de positifs, et puis c'est une année studieuse parce que fin juin il passe le bac. Donc il a aussi envie de passer du temps avec ses amis, parce qu'il sait qu'après la vie sera différente, il n'aura pas le même rythme de vie qu'eux. Donc puisqu'il a décidé qu'à partir une fois le bac en poche, voilà, on croise les doigts, mais il va l'avoir, une fois le bac en poche, en fait, il va se consacrer à 100% au golf. Donc à partir de juillet, et essentiellement surtout voilà, à partir de septembre. Donc ça sera 100% golf avec une transition, préparer la transition pour le passage pro, être prêt pour lui dans sa tête en 2026, voilà, passer les cartes à ce moment-là pour passer les cartes et puis performer en fait en tant que pro, ne pas passer les cartes pour juste avoir une catégorie, mais pour être fin prêt, faire son métier. Et puis donc on a commencé là, à avoir des pistes de travail pour cette année, qui sont pas au niveau du parcours parce qu'il a une attitude qui est déjà bien installée sur le parcours, au niveau du calme, de l'attitude, tout ça. Donc on va travailler un peu sur les à côté pour justement préparer encore cette transition, préparer cette nouvelle vie de 100% golf. Donc on va travailler sur l'autonomie, on va travailler sur la gestion du temps. Et puis sur cette question qui est importante en fait pour tous les pros, c'est à un moment je deviens mon propre patron en fait. C'est moi qui gère mon entreprise, donc avec mes collaborateurs qui sont mes préparateurs physiques, préparateurs mentaux, mes coachs, tout ça. Donc comment je gère tout ça? Donc on va travailler sur ces aspects-là à partir du mois d'avril là, pour travailler voilà, sur cette transition. Et puis pour ce qui est du golf à proprement parler, il a joué à Dinard avec un premier tour qui n'était pas vraiment celui espéré, puis il s'est rattrapé au deuxième tour pour faire un top 5. Il s'est scratché pour Chantilly, puis il reprend à la fin du mois là pour fin avril au Grand Prix de Saint-Cloud, avant d'attaquer les internationaux de France et puis les Div 2e division au mois de mai. Bon, super. Et puis on soulignera quand même un joli top 5 à Dinard, là, il y a quelques jours. Donc un mauvais départ, 76 on va dire, et puis bien rattrapé le deuxième jour avec un joli 68. Donc bien. Encourageant pour un swing en chantier, c'est encourageant. Ouais. Et il change quoi dans son swing alors? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'être moins vertical, d'être plus à plat. Voilà. D'être moins armé.
d'avoir plus de rotation. Il a travaillé cet hiver avec un kiné pour avoir plus de mobilité également. Donc, voilà ce que j'ai compris de tous les aspects techniques, qui ne sont pas ma spécialité. Mais Ok. voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup, Olivier. D'amateur, on passe au professionnel. On va enchaîner avec nos joueurs français qui évoluent sur le DP World Tour. Gugu va nous faire un petit point sur les tricolores. Exactement. Bon, déjà, la première chose, je suis enchanté que Mathieu Pavon ait pu jouer sur le DP World Tour, ce qui me fait l'occasion de parler de lui pour une fois. Voilà, et qu'en plus, il a bien joué. On avait terminé le mois dernier, on va dire, sur la fin de la partie International Swing. Donc là, on vient de commencer l'Asian Swing, donc il n'y a pas eu énormément de tournois. Et puis c'est vrai que là, en plus, on va enchaîner sur un certain nombre de tournois majeurs, donc qui vont faire que voilà, ça va être assez vite, on va appeler ça pour les vrais joueurs du Tour européen only. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu plutôt des bons tournois et des bons résultats faits par Langas, Keko et donc évidemment Pavon. Ce qui nous amène globalement à une situation assez stabilisée, que ça soit pour Cousso ou Lacroix, où en fait d'un mois sur l'autre, il ne se passe à peu près pas grand-chose sur le classement de la race. On marque des points, mais on reste entre la 16e et 18e place pour Cousso sur un mois, et puis sur Lacroix qui passe de la 18e à 20e. Donc c'est à peu près équivalent. Pour le reste, Rosner avec son petit arrêt lié à, à son opération d'une appendicite, si je ne dis pas de bêtises, dégrade un petit peu, lui passant de la 28e à la 40e place. Langasque, avec son bon résultat, passe de la 80e place à la 47e place. Et nous avons Ravetto qui reste de la 43 à 51e place. C'est-à-dire que voilà. Dans les bonnes nouvelles aussi, on a Jewonko qui passe de la 95e à la 63e place. Et puis pour le reste, c'est à peu près stabilisé. C'est-à-dire que Guerrier, Lorenzo Vera et Lévy restent aux alentours de la 110e, 100e place. Pavon arrive à la 111e place. Et derrière, voilà, il se passe trop rien pour Brun et Sadier. Voilà, pas de bonnes nouvelles, pas de mauvaises nouvelles. Voilà, ça marque un peu de points, mais voilà. Si on passe directement, donc oui, donc là, en gros, on vient de jouer deux tournois de l'Asian Swing. L'Asian Swing continuera en termes de logique au Masters. Bon, alors voilà, je sais pas, c'est voilà. Entre temps, on va tourner la map monde et puis on va revenir. Voilà. On reste toujours sur des bonnes, on va appeler ça si on oublie, on va appeler ça la partie swing en termes de top 50. Quoi qu'il arrive pour l'instant, Hugo Cousso et Fred Lacroix sont dans une bonne dynamique, toujours à flirter, à rester dans le top 20. Et ouais, il resterait à leur faire une petite réussite pour pouvoir réussir à garantir un top 50 en termes de playoff pour pouvoir accéder à la fin de la finale et de la race to Dubaï. Et puis pour le top 110, bon voilà, ça se confirme. Lacroix et Cousso, bon, c'est sûr, ils y seront. Bon, il reste un peu de travail à faire pour Rosner, mais bon, c'est l'équivalent d'une centaine de points. Donc ça peut être un top 3, top 4 d'un petit tournoi. Donc pour l'instant, même si voilà, le mois dernier a été pas totalement actif en termes de tournoi, mais bon, on a eu un Langas qui a combien travaillé. Donc voilà, bravo à eux. Et puis voilà, là on va voir le Master sur le PGA Championship qui va arriver assez vite pour l'instant. On est sûr que Pavon y participera. Et puis d'un point de vue à proprement dit français, Pérez devrait être à la limite. Il est aux alentours de la 100e place mondiale. Donc là, il va falloir qu'il fasse attention. Ce qui est bien pour Langasque, c'est que il avait donné une interview, je crois, à Golf Planet en disant il était quand même super confiant avec son jeu, mais que les résultats suivaient pas, quoi. Donc c'est bien que ça lui ait souri, du coup. Ça lui a permis de tout de suite se remettre dans le droit chemin côté résultat. Le seul hic, entre guillemets, c'est qu'il faut qu'il attende maintenant d'être une bonne dynamique. Et puis maintenant, c'est pas de tournoi avant presque fin avril, non? C'est Avril, ouais. compliqué. C'est Fin compliqué. avril, ouais, c'est Ouais. retour au Japon. Hmm.
Et ça se trouve, on n'a pas encore les on-try list, mais peut-être que des joueurs ont le droit aussi de logiquement se scratcher ou de pas vouloir participer à des tournois aussi lointains. Donc là, après, chaque joueur fera ses choix, mais c'est vrai que, disons que voilà, le début de saison avec voilà, une nouvelle génération fait que pour l'instant, on a quand même 6 joueurs dans le top 63, dont un, Rosner en particulier, qui s'est presque arrêté un mois. Bon, Hmm. voilà, il n'y a pas de victoire, certes, mais bon, on est sur une bonne dynamique quand même, on est bien. Ok. Bon. Eh bien, super. Merci, Hugu. Plaisir. On traverse l'Atlantique et puis on va parler du PGA Tour avec Cyril. Alors, bon, on est en plein Valero Texas Open, sans Mathieu Pavon, mais avec Victor Pérez, euh, qui a donc, euh, qui a donc passé le cut. Ben voilà, qui a gagné quand même depuis le mois dernier. Alors sur les diapositives qu'on met à l'écran lorsque vous regardez sur YouTube, on met la progression par rapport au précédent épisode. Donc bon, on savait que Mathieu Pavon allait régresser un petit peu, mais Victor, lui, a repris une bonne dynamique, Cyril. Ouais, il est vraiment bien. Puis là, la bonne nouvelle, bah, les auditeurs l'entendront, mais ils le sauront avant d'entendre le podcast, c'est que Perez, là, donc, passe pour la première fois donc, depuis jeudi dans le Swing 5, c'est-à-dire que là, à date, il sera dans le cinquième signature, donc le RBC Heritage, juste après le tournoi des maîtres. Donc, ce serait bien. On va avoir si le PGA est pas trop con, on va avoir une belle partie Perez avant. Après, ils peuvent bien mettre qui ils veulent, on s'en fout. Donc, j'espère que ça va rester comme ça. Mais oui, il est bien parce que enfin, on retrouve le Perez qu'on aime. Moi, je trouve le tueur avec les fers. Il n'y a pas photo. J'en parlais un peu dans la semaine. Il est quand même troisième sur les greens en régulation, hein, sur le PGA. C'est quand même sacrément impressionnant, là, quoi qu'on en dise. Fait que là, il a repassé donc un autre cut. Là, le classement est pas trop là, mais sinon, c'est quand même 4 top 20 surtout une troisième place au Puerto, mais un seul coup près de manquer lors des 6 derniers tournois. Il est bien, moi je pense que sa saison est lancée, là pour vrai. La blessure, c'est sûr que ça l'a handicapé au début, on sait ce que c'est. J'ai oublié de tirer les 2 premiers tournois, fait que c'est jamais évident de revenir, hein. Il faut se remettre en route, le putting, ainsi de suite, donc c'est sûr que c'était un peu compliqué le début, mais la machine est partie, donc comme je disais en décembre, je suis sûr qu'il va nous faire une belle saison. Puis peut-être que c'est lui maintenant qui va donner du fil à retordre à Pavon, on sait jamais. En tout cas pour la suite, c'est ce que je lui souhaite. Et puis après, bon bah Pavon, pas la peine de refaire le tour. Là, il va se pointer donc au tournoi des maîtres. J'espère qu'il va, moi personnellement, battre le record de Thomas Level à la 13e place, je crois en 2003. Ce serait génial encore pour l'histoire. Et puis après, bon bah le plus pire pour la fin, j'ai envie de dire malheureusement Barjon. Là, ça devient sacrément compliqué avec 8 coups près de manquer sur les 9 sorties PGA. Là, donc, il y a le remaniement qui va être fait. C'est certain qu'il va descendre de catégorie. C'est-à-dire qu'il ne sera pas systématiquement dans les champs. Il va falloir qu'il y ait des mecs qui se désistent pour pouvoir rentrer. Et encore, à quelle place il va se retrouver. Fait que ça craint un peu pour Polo, mais sinon, on peut être fier quand même des Français qui évoluent sur le PGA. Là. Très fier même. Très beau début de T'as saison. regardé, t'as regardé un petit peu les stats parce que on sait que tu as un petit peu un œil affûté sur les statistiques. Ouais. Tu as l'impression que Victor progresse sur parce qu'on va dire qu'en gros, la partie putting est encore un peu difficile. Tu as l'impression que c'est une partie qu'il commence à dompter? Ouais, moi j'ai vraiment été impressionné sur ses approches autour des greens la semaine dernière parce que c'était vraiment un tracé facile, un des dixièmes des plus durs de la saison. Puis il a été vraiment vraiment bon, il a gagné des points. Je pense que oui, c'est même son meilleur résultat après le Cognizant dans ce domaine-là, sur tout ce qui est petit jeu autour des greens. Je pense, je sais pas là, peut-être je m'aventure un peu, mais je pense que tout ce qui est run-off, c'est là que les greens où ça descend comme ça, un peu justement les tracés qu'on a pu voir la semaine passée, où il faut être un peu plus créatif, c'est-à-dire que tu mets du spin, le lie est forcément meilleur que si tu es dans du rough tout merdeux.
je pense qu'il est meilleur là que qu'est-ce qu'il y a même en rôle peut-être sur des terrains où tout de suite si tu lâches le green, tu as une bande d'1 mètre, 1 mètre 50 de fringe là, de pré-green on va dire, et après tu as tout de suite du rough où tu vois plus la balle. Et puis que là tu sais jamais comment ça va sortir, mais bon c'est pour tout le monde pareil. Je pense qu'il est plus à l'aise moi quand c'est des run-off où tu te retrouves plus avec un fairway autour des greens. Je parle pas des bunkers hein, plutôt que ce genre de line, mais sinon effectivement, par le truchement de stroke gain, c'est évident que si tu as, comme lui, c'est son point fort, si tu es bon sur les attaques de green, c'est-à-dire ce qui est Pérez, là encore, comme on a vu hier et encore aujourd'hui, c'est-à-dire tu gagnes plus d'un point. C'est évident que sur le stroke gain putting, tu vas avoir plus de mal à rentrer des points. On est bien d'accord. Parce que tu risques de te retrouver en position de drapeau plus loin, donc le stroke gain va dire que tu es supposé mettre 2 putts, enfin, ça devient plus compliqué. Et là où il est bon au stroke gain putting, c'est forcément que ça pêche avant. Ça, c'est un peu le truchement des sols. Mais effectivement, il s'améliore. Il s'améliore, il n'y a pas photo. Moi, c'est depuis l'été de départ, pardon, aussi un peu ce problème où c'est un peu en dents de scie, mais je pense que c'est le golf, hein, la maillotche à la vitesse que ça part. C'est sûr que des fois, ça va être à 20 mètres, puis des fois, c'est difficile à contrôler, surtout à leur vitesse d'élan à eux. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est vraiment des gros progrès dans tous les secteurs de jeu. Donc, je le disais, 3e au green en régulation sur le PGA, c'est Pérez. 13e au stroke gain approach, donc bien devant Pavon. Hein, c'est 6 places devant Pavon cette semaine. Et je pense qu'il va perdre un tout petit peu. Et il est dans le top 15 PGA T2 Green. Donc ça, c'est jusqu'avant que la balle soit sur le green. C'est top 15 PGA, quoi. Avec des cuts manqués, et puis 4, tu sais, non plus. Bah là, maintenant, il a plus de tournois que avant, mais c'est prodigieux. Moi, je suis vraiment content. Je vais être vraiment fier, je le redis, là, des tricolores. C'est vraiment ce qu'on attendait. Enfin, moi, c'est ce que j'attendais, à part Polo, évidemment, mais de la part des Français de ce début de saison PGA. Alors, notre invité JS Jean-Sébastien Légaré est arrivé. Alors, on va l'accueillir avec nous dans le studio. Bonjour JS. Messieurs, salutations Bonjour. du Québec. Du Québec, Bonjour. sous le soleil. A priori, t'es sous le soleil. Oui, et nous allons voir l'éclipse quelques minutes avant vous. Quelques heures c'est vrai avant qu'il y a vous. une éclipse. Ah oui. Quand Oui, est-ce que... éclipse demain. Et pour faire une petite parenthèse, on a bien hâte qu'elle soit passée, là, parce que dans les médias, là, Il parle que de ça. c'est la cote numéro 1, puis là, il faut passer à autre chose. Déjà hâte à mardi, mais bon. Mais c'est vrai que j'ai lu un article, ils avaient sorti un article pour savoir quel joueur allait jouer avec moins de luminosité lors des parties d'entraînement, en fait. Pour ceux qui jouaient lundi à Augusta, quoi. Ça dure quand même 1h30, je crois. Il y a 80% de lumière, je crois. Je n'ai pas suivi au complet, mais l'éclipse totale, c'est 3 minutes. Et puis, si on prend avant, Ouais. après, donc là, évidemment, on s'abstient de regarder au ciel, sinon on porte des verres opaques, des verres fumés opaques, puis il va faire noir. Et évidemment, ça dépend où on est situé. Il peut faire nuageux toute la journée où vous êtes situé, puis vous verrez rien à part la noirceur. Donc, Alors JS, on va poser une première question qui va être toute simple. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours professionnel, voilà, comment tu es arrivé dans le golf, et histoire que on fasse connaissance? commencer au golf à l'âge de... Faire ça rapidement, là. Commencer au golf à l'âge de 14 ans. Un ami m'a demandé, ça tente-tu de jouer au golf? C'est même pas venu de mes parents. Habituellement, c'est papa, maman, les oncles, les grands-parents. De mon côté, c'est un ami. Et c'est moi qui ai initié toute ma famille. D'accord. À l'un à la suite de l'autre. Mon frère, mon père. Et il a piqûre immédiatement. Je frappais des balles dans la cour d'école. Trop loin pour la cour d'école. Puis rapidement, on a eu les services policiers qui nous ont dit vous pouvez pas rester frapper des balles ici. Il y a des terrains d'exercice pour ça. Alors là, la piqûre, l'abonnement dans un club de golf, rapidement devenu junior.
on a aimé une structure Golf-Études 2 ans plus tard. Par la suite, les rangs universitaires à l'Université Laval de 2003 à 2007. Puis, en même temps, j'ai parcouru des études en journalisme, communication publique. Et puis, dès ma sortie en 2008 de mes rangs universitaires, j'ai continué à jouer. Et j'ai obtenu un poste d'écriture en réalisation pour un magazine francophone dans la province de Québec. Puis, de fil en aiguille, les médias se sont ajoutés, pas juste l'écrit, devenu la radio, la télé. Et depuis 2008, je suis collaborateur à RDS, le Réseau des sports, qui est une chaîne sportive. Et on a développé le produit au 19e, qui est une revue digitale maintenant. On avait une émission de radio sur les ondes FM, puis également une émission de télé, site web au 19e. Et 13 ans déjà ont passé. Et maintenant, bien assis dans la quarantaine. C'est un beau défi encore aujourd'hui. Le côté coaching m'interpelle de plus en plus. J'ai toujours enseigné là-dedans. Et depuis 5 ans, je me développe une spécialisation au niveau de la respiration pour aider les athlètes sur le parcours. Et gestion de stress, les hauts et les bas. Et puis, comment mieux gérer le système nerveux. C'est pourquoi on frappe mieux au terrain d'exercice, pourquoi on frappe mieux dans le driving range que sur le tee du 1 ou le tee du 10. C'est la gestion des émotions, c'est la gestion du système nerveux. Et la respiration est un outil qui est grandement oublié dans tout le spectre de l'entraînement, que ce soit nutrition, entraînement physique, TPI, plein de bonnes choses. Mais la respiration est incluse dans tout ce qu'on entreprend. Et pour revenir un peu sur les propos de Bhatia qui menait au terme de la 2e ronde du Valero Texas Open, il mentionnait: je travaille beaucoup sur mon contrôle des émotions à l'extérieur du parcours. J'ai trouvé ça fantastique comme réponse parce que on est 4 heures, 5 heures sur un terrain de golf alors qu'on est 19, 20 heures à l'extérieur. C'est le travail à l'extérieur du parcours qui fait en sorte que l'on devient un meilleur gestionnaire de son système nerveux sous pression. Fait que d'entendre ça d'un jeune homme de 22 ans, de Akshay Bhatia, l'Américain, c'est assez... et ça indique un peu les athlètes d'aujourd'hui sont rendus où dans leur préparation mentale. Et c'est une bonne chose. Et ça rehausse le défi à tous les niveaux. Donc, pour revenir un peu à la question initiale, médias, professionnel de golf, et puis je suis tellement reconnaissant de la position que j'ai présentement, de pouvoir parler de ma passion, de parler de golf, de l'enseigner. Peut pas être mieux placé. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier et ce qui te frustre de l'autre côté? Ce qui me plaît, comme je l'ai mentionné, parler de ma passion, puis les gens sont intéressés d'avoir notre version des faits, et aussi un avantage, c'est d'être d'avoir différents sièges. Est-ce que j'écrirais à 100%? Non. Est-ce que j'enseignerais à 100%? Peut-être que oui, mais pour l'instant, non. Est-ce que je ferais uniquement de la radio ou uniquement de la télé? Non. Le fait d'avoir un peu de tout, c'est ce qui est intéressant. Ce qui me frustre le plus de ma position, de mon travail, pas vraiment... Le côté négatif, je dirais, de la communication d'aujourd'hui, et c'est très fast-food, pour employer l'expression américaine. L'information, maintenant, il faut qu'elle soit digérée très rapidement. Il ne faut pas que ça soit vu en profondeur, alors que parfois, sur le terrain de golf, la gestion du stress et tout, c'est des sujets qui doivent être approfondis. Puis ce qui me frustre un peu, c'est parfois avec mes patrons, c'est qu'il faut que ça soit beaucoup plus rapide, il faut que ça soit beaucoup plus efficace, alors que ce sont des sujets que, finalement, on ne fait qu'effleurer le sujet, alors qu'on devrait le travailler avec plus de profondeur, un peu comme dans un podcast. Et si on peut dire que c'est frustrant. C'est la réalité médiatique d'aujourd'hui. Les jeunes consomment rapidement via les médias sociaux. Les jeunes consomment un sujet
avec un glissement du pouce et pense savoir tout sur le sujet. Et ça, c'est le côté malsain des médias sociaux. Mais là, on sort de la sphère du golf. Là, on entre dans un bien autre grand sujet. C'est ça. Puis là, on n'a pas le temps. Avant de laisser la parole à mes collègues, savoir s'ils ont des questions, mais je me pose, en tant que coach technique, on va dire, est-ce que c'est plus satisfaisant pour un coach technique d'éliminer le slice, par exemple, chez un débutant, ou de faire en sorte qu'un bon joueur devienne un joueur scratch? La réponse classique d'un pédagogue, dans les deux cas, s'il y a amélioration, moi, c'est si j'ai été un vecteur pour pouvoir améliorer l'individu en premier. Et moi, j'aime beaucoup avoir l'optique avant de s'attaquer à un athlète, on s'attaque à un être humain d'abord et avant tout. Et puis, plus qu'on rentre dans le métier, plus qu'on se rend compte qu'on est davantage psychologue que technicien. Et j'ai déjà passé des séances à toucher très peu à l'élan, mais à amener une perspective différente dans la vie de tous les jours ou au travail ou par rapport aux enfants de l'individu. Et soudainement, l'approche au-dessus de la balle, en position initiale, est plus la personne est plus libérée. Et c'est un peu... depuis 7 ans, depuis une quinzaine d'années, j'essaie d'avoir cette approche-là, pas médicale ni psychologue. C'est simplement de prendre des nouvelles, qu'est-ce qui se passe. Bien souvent, l'élève devant soi s'ouvre à 100%. Et on est à l'écoute. On n'arrive pas nécessairement avec des pistes de solutions, mais de simplement être une oreille attentive peut avoir une influence sur comment je me sens au-dessus de la balle, pour ce qui est de l'élève qui est en face de soi. Alors, que ce soit pour corriger une slice ou pour que ce soit de passer à 28 roulés en moyenne au lieu de 30 par partie, si la personne est en mesure de s'auto-corriger par une meilleure analyse de soi, peu importe son handicap, c'est très, très satisfaisant dans tous les cas. Messieurs, alors Olivier qui est là, c'est notre, il est coach mental aussi, lui, dans le golf. Donc on va vous laisser tous les deux, puis on va y aller. Non, enfin voilà. Olivier, peut-être une question? J'ai une petite série de questions. Ah oui, c'est vrai. J'ai une petite série rituelle. Est-ce que je peux te tutoyer? Sans problème, Olivier. Quel est ton parcours préféré? Parcours préféré, c'est une question qui est traître parce que il y a des parcours qui sont un peu plus ouverts, links, il y a des parcours qui sont un peu plus boisés, tree lines, comme on dit en anglais. Et ça dépend un peu avec qui on joue. Et si on est en vacances, il y a des parcours où j'avais pas mon meilleur jeu. Donc, d'être en vacances, d'avoir un peu le cerveau à off, ça me permettait de... J'ai joué un parcours qui probablement j'aurais plus jamais la chance de jouer. Ça s'appelle Green Monkey dans les Barbades. J'avais été invité. C'est l'endroit où Tiger Woods s'est marié lors de son mariage avec la mère de ses enfants. Et c'est un parcours qui a été bâti, le Green Monkey. Vous irez voir sur Google, c'est complètement ahurissant. Un parcours qui a été bâti dans une ancienne carrière. Alors, les élévations, évidemment, l'île des Barbades, c'est très haut. Alors, la vue, c'est impeccable. Il y a des parcours que j'ai eu la chance de faire un voyage en 2008, probablement mon plus beau voyage à vie, du côté de Bordeaux. On avait fait un voyage, on avait été invité, golf et vin. C'est vraiment bien. Et on a été dans le Médoc, Pessac-Léognan, on a joué le golf des Margots avec les différences au niveau de le niveau d'eau qui change le matin et l'après-midi, qui change complètement le défi du parcours. Le golf de Médoc, ça a été un beau parcours aussi, une belle expérience. Mon parcours préféré, si vous me demandez, oui, je vais changer un peu la question. La question, c'est où serais-tu membre pour le restant de tes jours? Ouais. Là, tu n'as pas le choix de choisir un parcours qui te plaît à tous les niveaux. C'est moi qui ai posé les questions. Et je choisis, mais c'est pour répondre, le Copperhead.
Innisbrook, le parcours où est joué le championnat Valspar. J'ai joué ce parcours-là. J'avais joué Bay Hill également. J'avais joué TPC Sawgrass. Mais je serais membre à Innisbrook avant pour à quel point le défi est complet. Tu dois posséder tous les trajectoires depuis le tertre. Tu dois posséder tous les fenêtres pour attaquer les verts. J'ai adoré l'expérience, j'ai adoré ce parcours. Donc, pour répondre simplement à la question, Et Innisbrook. quel est le parcours que tu voudrais rejouer? Rejouer. Innisbrook. Innisbrook. En fait, il y a eu des parcours où on a eu la chance de jouer via des invitations médias dans des conditions PGA Tour. Et c'est certain qu'on se présente là avec le chapeau de journaliste et puis on a notre travail à faire, notre boulot à faire avant, après, le lendemain. Et il y a énormément de terrains où le circuit PGA Tour s'arrête. J'ai eu la chance de voir et de jouer 9 trous et de dire j'aimerais me présenter là avec ma game shape, comme on dit. Et où est-ce qu'il joue le Waste Management, le TPC Stadium Course en Arizona aussi, ça c'est fantastique. Mais c'est différentes expériences et c'est ça qui est le fun du golf, c'est qu'on peut jouer 5 parcours différents, vous le savez, puis se retrouver dans des expériences complètement différentes l'une des Est-ce qu'il y a autres. encore un parcours que tu rêves de jouer? Ou tu les as tous joués? J'ai eu la chance en 2016 d'être à Augusta. Évidemment, le rêve de tout journaliste golfeur, de pouvoir frapper la petite balle blanche, pas faire de jeu de mots avec votre podcast, mais de pouvoir placer la balle sur le tee du 1 à Augusta, je pense que c'est le rêve ultime. Quel est le plus joli coup de golf que tu as joué? Le plus joli coup, c'est tous les coups sous pression que j'ai joués dans ma carrière. Et quand c'était important et qu'il fallait, et c'est la raison pour laquelle on joue au golf, hein. C'est la sensation de jouer le coup parfait au moment voulu ou souhaité, que ce soit championnat du club, que ce soit tournoi NCAA, pour aller chercher la victoire en équipe quand j'étais dans les rangs universitaires. Professionnel, j'ai eu la chance de flirter quelques fois avec la victoire. Alors juste d'être, même si c'était pas un coup qui permettait d'aller chercher la victoire, que ce soit sur une longue normale 3, un coup de départ avec un aller serré, ça, c'est des coups qui te font vibrer et qui te donnent le coup de revenir le lendemain, là, assurément. De quel, Il n'y a pas de un coup unique là, qui me vient en de tête. quel club de ton sac pourrais-tu dire qu'il est ton meilleur ami? Le fer droit, le putter. Pourquoi? Parce que c'est probablement le bâton qui influence le plus les autres sacs. Quand lui ne fonctionne pas, il influence le prochain coup de départ. Alors, perso, j'aime dire, je vais toucher du bois, là, même si je suis dans un véhicule. J'aime dire que je suis confortable avec un putter, je suis confortable avec mon jeu sur les verres. Ça a toujours été mon bâton sur lequel m'appuyer, même si ma frappe de balle peut être erratique. Je sais à quel point je peux sauver la mise sur les greens. Quel est ton meilleur souvenir golfique? Mon souvenir golfique est probablement le plus stressant. C'est la première fois que j'ai interviewé Tiger Woods, dans des conditions assez folles. Dans un lancement médiatique à New York, on avait pris du retard, et là, je vous fais ça très court, là, mais on avait pris du retard dans la cédule, et il y avait Rory McIlroy, il y avait le big boss de Nike, il y avait Tiger, et on roulait dans des salles fermées. Et là, on avait perdu le cap. Les gens qui organisaient l'événement avaient perdu un peu la carte. Et puis, je me suis fait propulser, littéralement pousser là, avec un micro dans les mains devant Tiger qui attendait que je lui pose 2 seules questions. C'est probablement le moment le plus énervant. Quand tu ressens ton pouls en plein centre du front. Et là, Tiger te regarde. Allez, envoie ta question. Alors, ça, c'est le moment qui m'a le plus marqué. Ce n'est pas sur le terrain de golf, mais dans l'univers du golf, là, ça, c'est un moment qui va rester à jamais gravé en moi. Tu as repris ta respiration avant de poser la question, c'est ça? J'aurais aimé être outillé.
j'aurais aimé être conscient de la puissance de la respiration à ce moment-là, mais on parle d'un événement il y a 8 ans, 9 ans, et malheureusement, j'étais pas Et aussi quelle bon. question tu lui as posée alors finalement? Dans des événements de corporatifs comme ça, c'est toujours bien vu de démarrer avec des questions concernant l'équipement. Et là, étant donné qu'on avait l'équipement qui est lancé, parce que la compagnie vous invite sur leurs bras, en voulant dire tous les frais sont défrayés par... c'est difficile de commencer avec c'est un peu impoli de démarrer avec une question directement sur son jeu. Alors souvent, les entrevues que vous voyez, si vous voyez des entrevues dans des émissions, on commence avec une ou deux questions par rapport aux produits dans lesquels on a été invité. Alors malheureusement, 2 questions seulement, ça a été rapide sur Tiger. C'était sur le lancement des fers, son implication dans le lancement des fers Vapor à l'époque. Et puis par la suite, comment il avait trouvé, comment il avait déniché, comment il avait trouvé son rôle, l'évolution de son rôle au cours des 10 dernières années, son implication au niveau de Nike, comment il aimait ça, être au premier plan pour le développement des bâtons. Sommairement, une bonne réponse, mais avec ma nervosité et tout, là, je peux pas dire que j'ai écouté à 100% sa réponse. Quel est ton joueur préféré? Mon golfeur préféré. Elle est difficile, celle-là. J'ai pas dit que c'était facile. Ouais. Évidemment, Tiger, parce que c'est lui qui m'a amené sur les parcours. Ça, c'est sentimental. Mais, j'ai de la misère. Pour l'attitude, il y en a tellement. Je la mets dans le coin de mon tiroir, puis je reviens avec une réponse. Quelle est ta joueuse préférée? Ma golfeuse préférée. Pour avoir connecté rapidement, Lydia Ko. On a eu la chance de faire des entrevues. Elle était tellement sympathique à 16 ans, lorsqu'elle avait encore ses lunettes. Et elle était amateur. Elle avait remporté l'Omnium canadien en tant qu'amateur à 3 reprises. Et puis son ouverture, son innocence aussi à 16 ans, on ne sait pas trop. Et de nous dire, à 30 ans, je vais prendre ma retraite. D'avoir cette perspective-là. J'ai toujours aimé mais pas avoir eu cette connexion-là médiatique. J'aurais pas répondu Lydia Ko, mais étant donné que je suis dans ce siège-là présentement, ouais, j'ai envie de mentionner Lydia. Je retourne pour messieurs, là. Moi, j'ai la dernière question. Quelle est ta principale qualité sur un parcours? Le positif. Le positif dans n'importe quelle situation. Je pense que c'est ça peut-être qui m'a amené à coacher. J'avais pas cette mentalité positive-là sur le parcours. J'étais plus un battant, mais cette perspective de la vie avec les différents événements personnels qui surviennent au cours de notre vie fait en sorte que on arrive avec une perspective différente sur le parcours. Puis depuis mes débuts professionnels, je suis énormément positif sur le terrain. Même si parfois c'est normal de critiquer un coup, d'être fâché, mais d'être capable de lâcher prise pour la suite. Je pense que ça a été mon outil, mon 15e bâton. On aime employer cette expression-là. Ça a été mon 15e bâton préféré. Merci. Plaisir. Il me manque une pause. Il manque une réponse. Après la pause. Après la page de publicité. On n'en a pas de page de publicité, donc ça te laisse du temps. Gugu, tu as une question pour Jean-Sébastien? Moi déjà j'ai une remarque. Qu'est-ce qu'il est agréable d'entendre parler des joueurs qui viennent du Canada. Voilà, entre les roulés, les verges, les tertres et choses comme ça. L'accent chantant, je trouve que voilà, on parle la même langue, mais pas de la même manière et je trouve ça vraiment fun. Je ne sais pas si vous avez déjà entraîné des joueurs européens. Et si oui, est-ce que vous avez pu éventuellement déjà constater des différences de mindset sur la façon de jouer, sur la façon, appelle ça, d'anticiper ou de vivre un parcours? Parce que des joueurs ont plus, on appelle ça, une mentalité européenne qui est peut-être un peu moins dure ou je sais pas que la mentalité américaine. J'aurais mentionné l'inverse. De ceux que je connais,
Pour avoir évolué dans les rangs universitaires avec plusieurs Européens, je les trouvais plus durs que les Québécois. Canadiens en général, mais ouais, de mon expérience, c'est pas là, évidemment, c'est très petit comme pourcentage, là, mais Hugo Cousseau, dans les rangs universitaires, je le trouvais dur avec lui-même. Alexis Anguer, c'est des gens qui demandaient pratiquement la perfection. Élie Anctil à l'époque. C'est des gens super bien, là. C'est des gens fonceurs, puis c'est peut-être ce qui leur amenait à être aussi talentueux, qu'ils le sont toujours d'ailleurs. Et faudrait peut-être poser la question à des gens comme Hugo directement, parce que mon échantillonnage n'est pas assez guérant pour pouvoir dire vraiment là. Parce que vous, de votre perspective, c'est intéressant, la question a été posée avec une pointe de subjectivité. Ouais, c'est-à-dire qu'on a tendance à imaginer en général que, alors golfeurs européens ou francophones peut-être, ou français, en veulent peut-être un petit peu moins versus d'autres, et c'est-à-dire qu'en fait on a une certaine peut-être habitude d'un certain confort et qu'on imagine que lorsque des joueurs passent du DP World au PGA, en fait le DP World les satisfait et suffit à leur vie pour avoir peut-être un peu moins le sentiment ou l'écro de se dire qu'il faut aller sur le PGA Tour. Sentiment un peu évidemment changé au cours des derniers mois, mais on avait plutôt effectivement un petit peu cette perception. Moi, je crois que tant qu'une personne n'a pas défait la barrière dans notre environ, n'a pas abaissé une barrière, c'est comme si on est limité à notre propre imagination. Hein. Au Canada, une fois que Corey Connors a remporté, il y a plusieurs joueurs qui se sont manifestés. Des joueurs qui ont joué probablement dans les rangs juniors ou universitaires avec ce golfeur se sont dit « Hey, j'ai le jeu pour rivaliser avec lui, donc j'ai le jeu pour gagner sur le circuit. » C'est tellement... Ça, c'est une sphère fascinante. Ça vient de chaque individu à quel point on est à l'aise à rencontrer des talents plus grands que soi. Il y a énormément de bons talents au Québec qui se sont déplacés aux États-Unis par la suite. Et quand tu es habitué de remporter le championnat X, Y, Z à tous les ans, et là, on se retrouve, comme j'aime le mentionner, lorsqu'on se retrouve dans une piscine à requins, là, on est dans... Là, tu étais le seul requin dans ton giron, et là, tu te retrouves, puis tu es probablement le plus petit poisson. Là, c'est ta capacité interne à être à l'aise dans cette adversité-là. Et je pense que c'est propre à chacun de soi à quel point on est à l'aise dans l'inconfort. Et là, tu as des golfeurs français qui ont réussi. Puis là, soudainement, sur les circuits un peu plus bas, bon résultat. Top 10, top 5, victoire. C'est la même chose au Québec. J'ai bien hâte de voir ce que les résultats d'Étienne Papineau. Là, il a manqué la coupure présentement au dernier tournoi à Savannah, mais le fait qu'il soit sur le Corn Ferry, ça motive ceux en dessous là, qui sont sur Latino-América, PGA Americas maintenant. Et toutes les étapes en dessous. Il y a des jeunes maintenant qui se sont entraînés avec Étienne Papineau, plus jeune, et là se disent hey, j'ai le jeu également, moi aussi je peux y arriver. Mais je veux terminer un peu cette question-là avec une discussion que j'avais eue avec Joey Savoie. Joey Savoie qui est présentement sur PGA Tour Americas, et je lui avais demandé, j'avais posé une question, la différence entre Québécois et Ontariens, pourquoi il y a une dizaine d'Ontariens qui cognent à la porte du PGA Tour, puis on est 0 Québécois. Là, il y a Étienne cette année, mais... Et il m'a une bonne réponse, c'est que on a le sang latin davantage au Québec, le français, et on s'exprime et on a des hauts et des bas beaucoup plus volumineux et pendant une partie que des Anglais. Les Anglais sont beaucoup plus sobres, calmes, et c'est ce qui m'a... Il voyait la différence avec les gens qu'il côtoyait sur l'équipe canadienne. La différence entre les Ontariens, les Britanno-Colombiens dans l'Ouest et les Québécois. Et
Et ça fait du sens. Et dernièrement, au Houston Open, c'est l'Argentin, Tosti, qui avait mentionné « J'ai tellement de la difficulté à me contrôler, j'ai de l'énergie à revendre, puis je suis arrivé sur le tertre, sur le tee du 17, et j'avais l'impression d'avoir mon driver avait une tige de flex de fille ou senior. J'avais tellement d'énergie, tellement de puissance, j'avais de la difficulté. » On sent que le sang latin, on a de la difficulté à se gérer sur le parcours de golf. Est-ce que c'est une réponse en partie à ta question? Là, faudrait poser la question aux principaux intéressés. Merci. Mais c'est plutôt intéressant comme point de vue parce que, enfin, moi qui habite en Suède, les Scandinaves, c'est un peu pareil, quoi. Ça reste un tempérament. Le seul qui sont un peu comme ça, ce sont les Norvégiens qui sont un peu plus en dents de scie, on va dire, côté. Mais un Suédois, il est linéaire. D'ailleurs, les commentaires suédois, c'est si le golf endort, les commentateurs suédois vous disent bonne nuit, quoi. Donc c'est quand même. C'est un désavantage d'un point de vue spectacle, mais c'est un avantage pour ce qui est du contrôle des émotions et de s'assurer de garder le contrôle tout au long de la partie. Cyril, toi qui es à côté. Ça tombe bien, c'est ça. Moi, je voulais, t'en as déjà parlé pas mal, c'est parler des Québécois, effectivement avec Étienne Papineau sur le corps, et puis ceux qui s'en viennent derrière, avec Émile Lebrun, aussi, que je pense qu'on a un bel avenir avec ce jeune-là, afin de nous parler un peu, parce que toi, tu les suis vraiment toutes, que ce soit dans les universitaires. Et je les suis un peu grâce à vous. Là, vous êtes à peu près 5-6, dont toi, Cyril, qui suivez les moindres faits et gestes. Il y a Scott McLeod qui est basé à Ottawa, qui, lui, sous le compte Flagstick, et lui suit tous les Canadiens et Canadiennes qui évoluent dans les rangs juniors, universitaires, amateurs, professionnels. C'est une belle source d'information pour nous. Alors, je prends je prends un peu du crédit, mais très peu. Émile Lebrun, depuis son plus jeune âge, c'est un autodidacte. C'est un talent naturel. Et a décidé, a annoncé l'année dernière, lorsqu'il a participé au Québec Open, qu'il allait passer les rangs universitaires, qu'il allait tourner professionnel. Ça, c'est une décision qui est à voir. Parce que des phénomènes qui ont décidé d'outrepasser les rangs universitaires, autant dans n'importe quel sport, au basket, très peu. McElroy, qui a décidé de passer pro direct. Brooke Anderson, chez les femmes, du côté canadien. Si on peut en nommer 10, c'est beau. Alors, c'est une question de phénomène. Là. Est-ce que Émile Lebrun est un phénomène d'un point de vue junior? Il commence à le démontrer franchement sur la scène américaine, puisqu'il remporte des tournois après tournoi après tournoi. Et encore une fois, quand il va passer au prochain niveau, quand il va se rendre compte qu'il y a 2000 Émile Lebrun, si vous me permettez l'expression, dans le sens que tout le monde est talentueux, qu'est-ce qui fait la différence? C'est vraiment ton éthique de travail, ce qui se passe à l'extérieur du parcours de golf. Donc, Émile Lebrun, Étienne Papineau, comme j'en ai parlé. Joey Savoie qui est un peu plus vieux. Donc, la porte se referme peut-être un peu plus, mais il y a énormément de potentiel. Du côté des femmes, il y a Brigitte Thibault qui est sur le circuit Epson sous la bannière de la LPGA. Donc, elle a cette saison pour pouvoir prouver et tenter de se tailler une place. Il y avait Céleste Dao qui a évolué pour les Bulldogs de la Géorgie, qui a passé pro l'année dernière. Un immense talent. Là, c'est un peu plus... on n'a pas trop de nouvelles côté tournoi. Un sublime talent. Donc là, je fais le tour et il y a des talents qui sont là, mais sur la grande scène, là, je veux pas en oublier. C'est certain que j'en oublie quelques-uns. Là. Mais il y a Raoul Ménard qui est basé en Floride, qui tente via les Monday Qualifiers, les qualifications du lundi, de se tailler une place.
Ouais, c'est ça. On a une dizaine de talents, mais comme en Europe, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de place en haut de la pyramide. Et pour précision, en fait, Émile Lebrun, c'est un jeune en fait qui va passer pro sans passer par l'université, c'est ça? Âgé de 16 ou 17 ans, là, je ne suis pas certain de son âge actuellement, mais encore dans les rangs juniors, assurément. Puis, en date de l'année dernière, avait décidé qu'il allait se concentrer sur sa carrière professionnelle. Est-ce que depuis, la décision a changé? J'allais justement dans les prochaines semaines prendre des nouvelles de son père, Éric, que je connais bien, qu'on discute une fois de temps en temps ensemble pour voir un peu son évolution. Mais c'est ça. Donc, Émile Lebrun qui est à 16-17 ans. Vous en avez sûrement aussi de votre côté des talents qui décident de je passe pro directement. Mais c'est ça. Super. Alors, on devait faire un petit point Masters. Si tu as encore quelques minutes à nous accorder, on écouterait bien volontiers ton point de vue sur le tournoi des maîtres qui arrive en fin de semaine. On va parler. Alors, je vais mettre un petit récapitulatif, mais donc on attaque c'est la 88e édition du Masters qui se déroule à partir de jeudi, donc sur le parcours de l'Augusta National. On a à ce jour 88 participants, on en aura sans doute un 89e avec Ashley Bhatia, puisqu'on en parlait. Il est vraisemblablement bien placé pour remporter le Valero Texas Open, et donc comme il n'était pas qualifié, il sera qualifié automatiquement. Jon Rahm, tenant du titre, qui va faire son retour avec les copains dans la cour des grands. Notre tricolore, parce que vous êtes habitués à avoir des Canadiens régulièrement, mais nous, on n'en est qu'au 12e joueur français à faire ses débuts à Augusta cette semaine. Et puis évidemment, il y a parmi les titres et les histoires de ce Masters le retour de Tiger Woods et puis la présence de pas moins de 13 joueurs du LIV dont quasiment plus de la moitié ont déjà une veste verte. Donc c'est quand même impressionnant. Alors j'avais juste envie de commencer avec peut-être cette première question, c'est... Jon Rahm, est-ce que vous sentez les uns et les autres l'Espagnol capable de garder sa veste verte comme seulement 3 joueurs l'ont fait avant lui, Nicklaus, Faldo et Tiger, évidemment. Allez-y, messieurs, si je peux compléter par la suite, mais je dirais simplement que il y a seulement 3 joueurs qui ont réussi à compléter. Alors, c'est même pas une question d'allégeance de circuit. C'est la difficulté de pouvoir répéter l'exploit. Et est-ce que Jon Rahm a le jeu? Oui. Après ça, c'est l'état d'esprit dans lequel il va se présenter, puisque quand on est champion, on se présente à Augusta dès le lundi et même le dimanche. Et les demandes médiatiques et tout ce qu'on doit, le souper des champions le mardi, et pouf, on arrive le jeudi matin, c'est la première ronde et la préparation n'a pas nécessaire. Elle n'est pas optimale pour... on passe pas sous le radar, mettons. Non. Alors que l'année dernière, et je me permets, l'année dernière, Jon Rahm s'était présenté un peu à la 3e, 4e histoire. Il y avait Tiger, il y avait la présence des joueurs LIV, il y avait Scottie Scheffler, numéro 1 mondial. Alors, Jon Rahm était je crois qu'il était classé 3e à l'époque, 3e au monde. Et le 3e joueur mondial faisait à peine le top 5 des nouvelles. Alors, sans passer sous le radar, oui, il a donné sa conférence de presse le mardi, mais il reste que, règle générale, sa préparation a pu se faire à sa façon. Et puis, j'avais misé sur lui, je me rappelle. Je me lance des fleurs, là, au passage. Et j'étais étonné de savoir qu'il jouait bien. Et justement, il ne faisait pas partie des 3-4 premières histoires. Alors, j'aime regarder, quand j'arrive à Augusta, les golfeurs qui passent, entre guillemets, sous le radar, qui sont la 5e, 6e histoire, et puis permettent de pouvoir travailler sur leur propre jeu, d'effectuer leur préparation et d'arriver le jeudi matin. Puis
par la suite, si on a une bonne première ronde, on fait partie des principales histoires, mais au moins la préparation d'avant-tournoi a pu être effectuée convenablement. Cyril? Je crois qu'en plus, cette année, là, évidemment, on n'y est pas encore, là, puis avec la météo, mais il va y avoir des conditions assez drastiques, hein, le jeudi-vendredi, avec énormément de pluie, à savoir à quel point ça va pouvoir se finir le dimanche. On se projette pas trop parce que la météo, ça risque de changer. Il y aura peut-être encore, je pense, comme on a pu voir d'ailleurs, c'était semaine dernière, hein, justement avec le Valspar, où il y a eu une différence de quasiment 3 coups entre la vague matin après-midi puis après-midi. Donc là, si on part encore dans ce schéma-là, ça va forcément, je pense, déjà mettre des joueurs de côté, ceux qui ne seront pas du bon côté, un peu comme le Players en 2022 qui a été catastrophique pour certains joueurs à cause de ça. Mais sinon, non, c'est pas mal ça. Donc, John Ram, t'en fais un favori ou pas? Oui. De mon côté? Oh, oui. Ouais, Cyril. Oui, quand même. Oui, c'est certain qu'il va être. C'est ça. Il va être, moi, je m'attends au moins, pas moins qu'un top 5. Parce que même sur le livre, il a l'air de produire encore du beau jeu. Donc, moi, je pense qu'il sera même s'il n'a pas le droit de jouer en short, quoi. Oui, même aussi. Oui. Même aussi. Okay. Ah oui, forcément. Ouais. Il reste du bien. Vu qu'il y a un satisfecit général, je vais dire non, il va passer le cut évidemment, mais bon, de justesse. Non, en vrai, c'est trop. Enfin, déjà entre un top 5, top 10, top 15, savoir ce qui est décevant pour le joueur ou pas, c'est probablement tout ce qui n'est pas une victoire. Et passer d'un top 5 à un top 10, si éventuellement tu n'as juste pas de chance avec les tirages au sort et que tu joues avec le plus mauvais aléa, en fait, ça peut être un bon score, même si au final tu gagnes pas. Donc voilà, après. Ça serait bien, disons que si on voulait éviter de relancer la guerre Leaf PGA, ça serait bien que ça soit pas un joueur du Leaf qui gagne. Voilà, je sais pas ce qu'il faut dans ces temps pour modérer le combat ou le climat, mais voilà, je pense que ça serait, je craindrais un phénomène un peu de revanche ou peut-être un petit message du style, voyez, nous aussi on mérite d'avoir des points mondiaux, blablabla, tout ça. Olivier. Ouais. Après, John Ram va avoir une pression extérieure, très importante. Après, je ne sais pas quelle est la pression intérieure que lui, en fait, va se mettre. Est-ce qu'il est revanchard par rapport à son départ ou pas? Est-ce qu'il va avoir des choses à prouver? Sachant que quand il est sous pression, il peut s'énerver assez rapidement et dégoupiller aussi. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça peut donner. Ça peut être aussi assez explosif. Avec un Scheffler qui est très en forme. Et puis, moi, j'en ai deux, en fait, qui sont un peu sous les radars, mais pas tant que ça, mais un petit peu. C'est Auberg et Matsuyama, qui est en forme aussi en ce moment. Donc, je mettrais bien une petite pièce une pièce sur chacun. Ouais. Bon. Est-ce que toi, Jean-Sébastien, est-ce que tu as... Si tu devais donner 2-3 joueurs comme ça qui, pour toi... alors, t'as pas encore vu qui était la 5e ou 6e histoire de cette semaine, mais est-ce qu'un Corey Connors, par exemple, ça fait partie des favoris? Parce qu'il reste quand même... Bon, il a manqué le cut, je crois, l'année dernière, mais il reste quand même sur 3 très bons résultats des années d'avant. Il sera plus à surveiller davantage que l'année dernière. L'année dernière, il l'avait remporté au Valero avec les attentes de très hautes attentes. Et il avait pas bien fait. Il avait manqué la cote l'année dernière. Bon. Et donc là, on se présente à Augusta avec un état d'esprit complètement différent. J'aime beaucoup Matsuyama. Une statistique intéressante. Au cours des 20 dernières années, les golfeurs qui ont bien fait à Riviera, qu'est-ce qu'ils ont fait à Augusta? Une belle corrélation. Matsuyama a remporté à Riviera. Alors, et hier, 66, je ne sais pas de quoi ça a l'air aujourd'hui en ronde finale pour le Japonais, mais il a le champion de 2021 a le jeu pour pouvoir pour certainement rivaliser un top 5 au mieux.
Euh, pour ce qui est des Canadiens, en fait, Corey Connors, ce que j'aime moins, c'est son petit jeu. La façon qu'il attaque la balle, très shallow, comme on dit en anglais. Parfois, il y a des types de coups qui sont requis autour des verres du Augusta. On a besoin d'une attaque à la balle plus abrupte. Et évidemment, on a besoin d'un fer droit, un putter qui est très chaud. Présentement, celui de Connors, c'est pas le plus réchauffé. Mais, comme n'importe quel golfeur, vous le savez, là, quand ça clique, quand il y a quelque chose, il y a un élément qui fait en sorte que la routine est simple, la prise de décision est simple, on tombe dans un état d'esprit où le swing key, comme on dit en anglais, est très vague et très abstrait. Il n'y a rien de concret. Il peut assurément bien jouer. C'est quand on se met à penser concrètement avec des petits aspects ici et là, c'est là à mon sens, on se sort de la course. Si j'avais à mentionner un autre golfeur, il a fait parler de lui hier. Il faut toujours le surveiller à Augusta, c'est Jordan Spieth. Il tombe dans un état d'esprit. Il l'a mentionné. Qu'est-ce qui fait la différence quand tu te présentes à Augusta National? Il répond souvent la même chose. Il faut que tu laisses tomber la technique. Il faut que tu laisses tomber tout parce que tu n'as jamais le même coup. Les pieds sont jamais à la même hauteur que la balle. C'est toujours différent. La trajectoire est toujours différente de trou en trou. Et ça le ramène dans un état d'esprit d'artiste. Il laisse tomber l'intello. Et ça, c'est ce que je compterais pas perdu Spieth là, pour ce week-end. Parce que bien souvent, là, lorsqu'on se présente la semaine avant, comme au Valero cette semaine, des golfeurs qui participent au Augusta National, oui, on est là pour gagner, ce sont des compétiteurs nés, mais on confirme des choses là, dans la routine, la façon que l'on procède, on peaufine. Là. Les golfeurs veulent tout, pour employer l'expression, piquer, on veut tout. Être au sommet de notre forme au Masters. Et même si on obtient simplement un top 20, top 15, c'est quand même, souvent c'est nécessaire pour le golfeur de se présenter le lundi ou le mardi à Augusta et d'être en pleine forme. Donc, des joueurs à surveiller. Comment toi, alors pour nous, ça a été un peu une révolution, la victoire de Mathieu Pavon sur le PGA Tour. Quel regard, toi, tu en as de ce joueur? Jumelé avec les Olympiques, on dirait que c'est certain. C'est comme cette année, là, les joueurs canadiens avec la Coupe des présidents à Royal Montréal, il y a une motivation là, sans borne qui naît. Certainement la même chose pour les Français. Aussitôt qu'on se met à croire en notre potentiel, aussitôt qu'un golfeur se met à flancher dans les derniers instants, on sait très bien c'est quoi la recette. Là. Et c'est souvent dans les échecs qu'on apprend le plus. Puis Mathieu Pavon, c'est sûrement cassé le nez à quelques reprises. Puis là, on a réussi à l'emporter sur le circuit PGA Tour. De notre côté, c'est fantastique. Est-ce que c'est équivalent à une victoire canadienne? Probablement pas. Mais il en reste pas moins que c'est la globalisation du sport et de voir la France être un drapeau de plus en plus vu sur la première et deuxième page du leaderboard PGA Tour. Ça, c'est assurément fantastique. Les garçons, vous y croyez, vous, un peu, à Mathieu Pavon, là, pour cette première édition? On sait qu'une première à Augusta, c'est toujours compliqué, parce qu'il faut découvrir le parcours, et il n'y a qu'en le jouant plusieurs fois, je crois qu'on arrive à le gagner, a priori. Enfin, ils ne sont pas beaucoup. Il y aura toujours un Fuzzy Zoller qui va sortir de 1979 qu'il avait gagné la première fois, mais à part ça, est-ce que tout à l'heure, Cyril, on en parlait un petit peu, disait qu'il espérait qu'il allait battre le record de Thomas Levé qui a fait une 13e place ex aequo, donc en 2005, je crois que c'était. Gugu, toi, tu le vois comment, Mathieu?
Moi, je le verrais en mode je le console. C'est-à-dire que moi, déjà, même s'il fait pas 13e, si déjà il arrive à franchir le cut, je pense que ça serait peut-être un résultat qui est considéré comme décevant, mais pour moi, ça serait déjà une première bonne étape. Voilà. Après, je pense qu'à l'impossible pavon, nul n'est tenu. Mais j'aimerais bien avoir quelque chose où effectivement, en gros, le step by step qu'il fait depuis plusieurs années me semble être quelque chose qui semble être légitime. Donc, un petit cut, une 30e place avec probablement de la mère déception, mais de se dire que bah, il est là, il est bien, et puis que bah, il a creusé son trou tranquillement. Olivier, tu fais non de la tête, toi. Non, Alors, parce c'est que quoi? c'est mieux que ce que Gugu dit. Non, Jean-Sébastien tout à l'heure disait quelque chose qui était intéressant, qui était justement, enfin, sur les étapes qu'on franchit petit à petit, sur les exemples qu'on a, enfin, sur des modèles et tout. Et Mathieu, il a fait une reconnaissance à Pâques, il a joué Augusta, il était avec Shane Lowry, qui est membre de l'équipe de Ryder Cup. Donc, il commence à faire partie d'une histoire, enfin, il compte parmi les joueurs européens, déjà dans ce début de PGA Tour. Donc, faire une partie de reconnaissance avec Shane Lowry Augusta, ça te dit que tu es déjà dans une histoire. Donc, passer le cut, ouais, évidemment. Et puis un top 20. Voilà. Voilà. Non mais, Il sera, voilà. Tout, alors, on sait, tout va dépendre de ses objectifs Ouais. internes, intrinsèques à lui, à Mathieu Pavon. Ouais. Si un tant soit peu, c'est axé sur le résultat, c'est là que c'est néfaste. Mais s'il y a que des objectifs par rapport à sa prise de décision, est-ce que je suis dans le vert à 100% pour chacun de mes coups? Est-ce que je vois m'assurer que je visualise bien la trajectoire de tous mes coups, peu importe mon exécution? Là, on est dans le concret pour Mathieu, dans le sens où je m'occupe de ce que je peux contrôler. Puis par la suite, tous les golfeurs peuvent y arriver, avoir cet état d'esprit-là, mais c'est de l'avoir lors d'une première participation au tournoi des maîtres. C'est une prise pour chaque golfeur qui met les pieds sur ce parcours pour la première fois. Ouais, mais je parlais en tant que fan. Hein. c'est ça, c'est que nous, on est avant tout des fans et des amateurs de golf et un peu chauvin quand même, on va le dire. Mais on est bien content en tout cas d'avoir un Français qui nous permettra. Alors, pour info, Canal+ confirmé, et ils le rediront sans doute dans le mag mardi, mais ils auront la possibilité d'avoir quasiment tous les coups de Mathieu Pavon à la diffusion, donc peut-être avec quelques secondes de retard, mais voilà, ça permettra de ne pas rater de coup du français, et si possible sur 4 jours, comme ça tout le monde sera content, plutôt que sur seulement 2. Petite parenthèse, Tiger Woods, on l'a quitté, je crois que c'était à Riviera d'ailleurs la dernière fois, plutôt mal en point, enfin bon, même si c'était un virus ou une indigestion, on ne sait pas trop, mais euh, est-ce que Tiger Woods, il a encore raison de continuer pour toi, JS? Ouais, l'âme compétitive va toujours l'emporter. Si Tiger a une chance de passer la coupure, c'est au tournoi des maîtres, parce que c'est probablement le field, c'est probablement le peloton le plus faible des 4 tournois majeurs. Alors, et là, c'est de savoir à quel point il va être en mesure de marcher le parcours Augusta en forme sur 4 jours. Ce n'est pas nécessairement la coupure qui serait un objectif positif, vraiment positif pour Tiger, à mon avis. Il serait en mesure de faire la coupure, mais après ça, de se retirer après 3 jours parce que le physique ne suit plus. L'objectif serait de terminer les 4 journées et de pouvoir marcher l'allée du 18e sans trop boiter. Ça, c'est l'objectif, à mon avis, qui serait plus que positif. Il a mentionné il y a quelques semaines, quelques mois, il avait l'objectif de jouer une fois par mois. Et là, il a sauté le mois de mars. Parce qu'il se concentre sur le tournoi des maîtres. Et là, bon,
Vous avez vu toutes les nouvelles qui sont sorties par rapport à l'abstinence et tout, et la préparation sévère de Tiger. Et là, à quel point, et ça, c'est les attentes, hein? Si on met les bouchées doubles pour un tournoi, est-ce que c'est nécessairement la bonne chose? Dans une certaine mesure, oui. Mais il faut lâcher prise aussi, là. On ne contrôle pas tout le résultat. Et bon, j'ai l'air philosophe comme ça, là, mais c'est encore une fois, le Tiger va se présenter dans quel état d'esprit. Il a tous les coups pour jouer Augusta. Moi, personnellement, c'est son manque de répétition sous pression. C'est sa faiblesse, présentement. Est-ce qu'il a la raison de continuer? Pourquoi pourquoi Tiger Woods arrêterait de jouer le tournoi des maîtres? Bon, et vous avez aussi des anciens qui jouent toujours, puisque Mike Weir est encore là cette année. Donc, il y aura combien de Canadiens, Cyril, à Augusta cette année? Est-ce que tu sais? Non, T'as même pas révisé, quoi. Non, JS, non, mais C'est 4 ou 5. Hadwin Taylor. Et Mike Weir, Hadwin, Taylor, Connors et Mackenzie Hughes n'y est pas. Oh, bah. Svensson n'y est pas. Pendrith, c'est 4. Bon. Eh ben, c'est toujours que... C'est facile quand il n'y a pas beaucoup de joueurs. C'est ça Ah oui, bah, l'avantage. on est bien placé pour le savoir. Si 4, c'est pas beaucoup, qu'est-ce que 1 alors? C'est plus facile pour nous encore. Est-ce que les garçons, vous avez un mot à rajouter sur Tiger, sur Rory qui va encore se casser les dents Non? Tu le voyais bien l'année dernière, Olivier? Ouais, bah ouais, je le vois bien tous les ans, mais je crois ça, qu'il c'est l'a ton cœur qui définitivement parle. perdu en 2011, quoi. Voilà. Ouais. Il a Non, mais je pense perdu, que ça sera toujours, quoi. The Open pour Rory. Je pense que c'est Eh ben, dans ces cas-là, je joue Rory alors. Voilà. Voilà. Si Olivier a perdu la confiance, je vais y aller en opposé. Allez. Allez, on va conclure. On a une petite tradition dans notre podcast, c'est qu'on conclut toujours avec un petit quiz. Donc là, forcément, qui dit Masters, ben oui, on est obligé quand même de nous faire un petit quiz spécial Masters. Alors, voilà. Nous en veut Un pas, petit Jean-Sébastien. Nous en veut pas. Un petit duel franco-québécois. Donc, JS, tu vas jouer avec Cyril et Olivier et Gugu joueront ensemble. Quelques petites questions. On en a déjà répondu à quelques-unes pendant l'émission, donc ça va sans doute vous aider. Allez, la première question, elle est simple. Je vais commencer honneur aux visiteurs. Je vais commencer avec JS et Cyril. Donc vous avez 2 joueurs canadiens avec au moins 2 top 10 dans l'histoire. Je vous demande juste les noms. C'est une question pour un point. Au tournoi des Au maîtres. tournoi des maîtres. Ouais. Connors, des top 10, c'est de cette façon-là qu'il s'est qualifié. Et Mike Weir, avec sa victoire, a déjà terminé top 10. C'était pas en 2001, 2002. T'es-tu d'accord avec moi, Cyril? Oui, tout à fait, mon JS. Oui. C'est les 2 que j'ai aussi. Bon. Un point. Alors, pour un point de bonus, la meilleure place... Alors, je vous demande pas la meilleure place de Mike Weir, parce que ce serait un peu facile. Ouais. La meilleure place de Corey Connors. C'était 6, non? J'ai le goût de dire 6e. Ouais, c'était 6 pour moi. Oh, j'ai le goût de dire 6e. Bien joué. C'était T6 Ça va être dur, Olivier. en 2021. Ça va pas être facile. Ouais. Alors, les Français. Allez, on n'est pas tout à fait sur le même genre de questions, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes résultats. Donc, par contre, on a 2 joueurs français qui ont participé 3 fois, tous les 2, au Masters. Donc, qui sont ces 2 joueurs? 2 joueurs français qui ont participé 3 fois. Ouais. Dubuisson. Ça fait 1. Et moi, je dirais Levet. Je pense que Levet. Mais
Si, en fait, le problème, c'est pas lui, c'est compliqué parce que mine de rien, il a quand même participé à un peu, enfin, au moins une Ryder Cup, donc je sais pas. Moi, je te fais confiance. Hein. Bon, eh ben, on va essayer. Et pas Jean. Jean, il a participé combien de fois au tournoi des maîtres? Parce que sa défaite en prolongation en 99 à Carnoustie, il lui a donné accès au tournoi des maîtres Ouais. l'année suivante. Ouais. en Bah, 2000. c'est la seule fois où il a participé, Van de Velde. Ok. Donc c'était bien Thomas Levé et donc Victor Dubuisson. Bravo, messieurs. Et pour un point de bonus, si vous avez bien écouté, quelle est la meilleure place obtenue par Thomas Levé? Moi, je suis devenu un poisson rouge il y a à peu près 2 minutes. 13e. Hein 13e. 13e, c'est ça. Donc c'est le meilleur classement d'un tricolore. C'est bien. Olivier a sauvé la Ouais, mise. Merci, c'est ça. Olivier. C'est bien 13e. Alors, deuxième question pour 2 points. Je vais continuer avec Gugu et Olivier. Donc il y a 4 représentants du DP World Tour qui vont faire leur début à Augusta. Il y a Pavon, bien sûr, et je vous demande les 3 autres. Hmm. Ouais. Alors. Oh, c'est chaud. Alors, moi, enfin, Olivier, Aubert. t'en as cité un déjà. Aubergue. Et Olivier. Ludwig Auberg, c'est bon? est-ce que tu penses qu'il y a quand même Oshgard? Parce que là, il est qualifié à la Ryder Cup, donc Oshgard, enfin. Ouais. Ouais. Oui. Et moi, je dirais l'autre est au pays du soleil levant. C'est Isatsune. Ouais, c'est bien. Nikolai Højgaard et Ryo Izatsune, qui sont les 3 autres. Merci pour le soleil. C'était pas forcément évident avec Auberg parce que c'était pas forcément évident de le considérer comme un Comme un joueur qui débutant. vient du DP World Tour en fait. Ouais. Quand même. C'est une statistique quand même assez impressionnante que Auberg n'ait jamais participé, son classement mondial n'ait jamais participé à un seul tournoi Oui. majeur et se présente au tournoi des maîtres avec un classement actuel. Avec un driver tout neuf. Phénoménal. Un driver tout neuf. Alors, messieurs d'outre-Atlantique, donc vous le savez, parce que je savais que JS serait là, alors je vais pas faire des questions trop faciles non plus pour vous. Vous le savez que chaque trou porte un nom de fleur, de plante ou d'arbre à Augusta. Alors, l'Amen Corner, le fameux enchaînement 11, 12, 13, est-ce que vous connaissez les noms de ces 3 trous? 11. Dogwood. Ah, mon Dieu. Non, là, celle-là. Oh là là. T'es pas loin. Hein. Dogwood, il te manque un mot, en fait. Mais... Rich? Non, ça c'est 12. Rich. Non. Non, c'est une couleur, en fait. Pink. Pink Dogwood. Ah, c'est white, mais t'es pas loin. Dogwood White. White Dogwood, ouais. Le 12, après. Et souvent. Non. Là, Le celle-là. par 3. Ouais. Pareil. Bell. Ouais. Les cloches. C'est ça. T'es pas loin. Là encore, c'est une sorte de couleur, on va dire. C'est tout relié par rapport à des fleurs. Avec le nombre d'essences qu'il y a sur cette propriété-là, d'essences de fleurs, c'est assez... Moi, perso, Belle suffit. Hein. Moi, j'étais aux fraises. Ouais, non, mais il a dit Dogwood, c'était ça. Ouais, c'est c'est White ça. Dogwood, Golden Bell. Golden. Et le dernier, le 13. Le par 5. Le 13, c'est un indice, c'est ce qui fait... c'est Alazia. ça, Azalea. Bien. Tiens, était dur Bon, celle-là. un Ouais, demi-point. non, mais c'était bien. Et allez, la dernière question. Alors la dernière question, c'est un tour de rôle. Il y a une liste de joueurs ou de joueuses, enfin ça dépend ce qu'on décide, mais à donner. Donc c'est à tour de rôle chacun. Et puis dès qu'il y a une équipe qui ne sait plus, elle a perdu.
Donc il y a 17 joueurs qui ont gagné au moins 2 vestes vertes dans l'histoire. 17. Mhm. Je vais vous en donner 3, ce qui fait qu'il n'en restera que 14. Il y a eu Horton Smith qui a gagné 1934, le tout premier, et 1936. Byron Nelson en 37 et en 1942. Et Jimmy Desmarais en 1940, 47 et 50. Ah, je Donc l'avais il vous celui-là. en reste 14. Donc honneur aux visiteurs, 14 à tour de rôle, un chacun. Vous m'en donnez un et puis on passe à l'équipe d'en face. La stratégie, Cyril, on y va avec les faciles? Mais facile, le plus gros, Jack, avec. Cyril, t'en penses quoi? Oui, oui, oui. Et on diminue. Bon, ben, Oui. Nicholas. Jack Ok. Nicholas. C'est bon. Donc Niklos, 6 fois. Hein, C'est au moins 2. 360. J'en ai un. J'en ai un. Vas-y. Je crois que c'est un joueur américain. C'est un joueur américain qui s'appelle TW. Je crois qu'il a Bien. gagné plusieurs fois. 5 fois. Ouais, Cyril, JS, bah après, La c'est un suite, livre- Mickelson. Mickelson, c'est bon. 3 fois. Oh. Gugu Olivier, Watson, Booba. Booba Watson, 2012, Ouais. 2014, 2 fois. Bon, on va revenir un peu dans l'ordre. Messieurs, En tant que Arnold, Outre-Atlantique. Arnold Palmer. Arnold Palmer, 4, ouais. 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 Palmer, 4 fois. 58, 60, 62, 64. Donc on disait la difficulté de gagner d'une année sur l'autre, mais une fois tous les 2 ans, lui, il l'a fait. Donc c'est pas mal. Oui. Ouais. Olivier Gugu. Niklos. Déjà. Non, il a été dit. Ah pardon, déjà. excuse-moi. Pas dit, C'est pas mal. Pardon. le premier. T'en Il y as a un, eu Olivier? Niklos, Woods, Mickelson, Watson, Palmer. Ouais, j'en ai un. Vas-y, je te laisse faire alors. Ballesteros. Ballesteros, 2 fois. 2 fois. 80, 83. Cyril JS. J'en J'en ai 2 en tête, mais vas-y, Cyril. Sam Snead, 3 fois. Et aussi. Sam Smith, 61. 3 fois. 74, 78. Ouais, 49, 52, 54. Donc c'était un... 49, la première édition, on leur remettait un veston Ouais. vert. Oui. Gugu Olivier. On est à la moitié, hein, il en reste 7. T'as WhatsApp? Il n'y a pas un joueur allemand là? Ouais, je suis d'accord. Un certain BL. C'est ça? Ouais. On est d'accord Ouais. alors. Bernard Langer. Je commence à arriver au bout, moi. JS. Il y a un autre Watson. Tom, Ouais. celui-là. 2 fois aussi. 77 et 81. Gugu Olivier. C'est dur pour moi là. C'est dur pour moi, Olivier. Olivier, t'as une idée? Gugu, il sèche. lui. Afrique du Sud. Mhm. Alors, Oosthuizen. Non. Osthuizen pour moi, non. Ah ouais, il en a gagné qu'un seul. The Alors Black attends, Knight, le chevalier Vas-y, je te noir. laisse une chance. on l'a pas cité? Non. Attends. Oh merde. Je disparais. Ah Je disparais de l'écran. Je disparais de l'écran. Comme ça, il fait tout ça comme ça. Oh putain. Bon, je bug, moi. Non? Je Olivier? bug. Il frappe, il fait le Mais je départ sais, honoraire encore. Oui. Oh, parmi les 3 vieux, merde. Allez, Un Olivier. bon joueur. Il écrit son Un petit bon nom à chaque joueur. fois. Joueur. Non? En anglais, joueur. On a dit Niklos. Oui. Ah On- putain, on a dit putain. Niklos, Oh, on a dit merci. Palmer. Ah putain, merci. Ça y est, je viens. Merci pour player. Oh putain. Oh là là. Gary Player. Oh putain. Allez. Super. Allô, ça marche pas. C'est Merci. rattrapé par les chaussettes, hein, quand même. Hein. Non, Mais, c'est honteux. Allez. Messieurs,
Le dernier, Un grand le anglais. dernier, c'est ça de la gang des trois. Ouais, je te le Ah laisse ouais. dire. Le grand anglais. Ok. Lil Nick Faldo. 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 3 fois, ouais. Allez, il en reste 3. Il y a presque un par décennie, quoi. Enfin, un dans les années Ouais. 50, un dans les années 80 et un dans les années 90. Oh, c'est une, Ça, c'est au français, hein. une belle. Ouais, c'est au français, ouais. Non? Moi, je vais Un sécher. Hein, je espagnol vais et deux sécher. américains. Ouais, mais de toute façon, ça change rien. Euh, un espagnol? Bon, on Ouais. a pourtant dit Ballesteros, non? Ouais. Il y en a un autre en plus? Ouais. Il y en- Ah ouais. La un autre. Zabal, on l'a pas dit? Ah, la Zabal, Hein? on n'a pas dit? Ah ouais, La Zabal. effectivement. Ouais, on les avale, ouais. Allez, je pense qu'on va laisser les 2 derniers aux Canadiens parce que... Oui, on est sûr qu'ils ont Ben oublié. Hein. Hogan, Ben Hein? Hogan, qui est très 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 apprécié ici au Canada, hein. Ben Hogan, Ouais. il y en a deux. Il y a un élan, Ouais. bel élan. Un grand joueur, puis le dernier c'est Ben Crenshaw. Super titre. C'est ça. 84 ou magnifique. Je sais plus 87. Bravo. Bravo, ouais. Et en vrai, Bravo, démarrer, je bravo. l'avais vu parce que ce matin, j'ai regardé Wikipédia et j'ai retenu un seul nom, c'est le mec qui démarrait. Je ne connaissais pas lui. Ok. Ouais, Bon, match bravo, nul. bravo à vous, messieurs. Joli, nul. jolie partie. Est-ce que JS, tu seras pas à Augusta cette année? Non, en fait, en ondes depuis Montréal. Alors, une grosse semaine nous attend avec des diffusions complètes là, de 12h30 à 19h pour les 4 rondes. Alors, plus la préparation et plus les changements de couche la nuit. Alors, c'est dimanche soir, je vais être crevé, ça c'est certain. Et ça sera un bel échauffement avant la President's Cup. Il faudra que tu reviennes nous raconter un peu cette expérience quand même et puis ce tournoi parce que est-ce que la President's Cup pour un Canadien c'est autant qu'une Ryder Cup pour un Européen? Non. Non. L'histoire de la Ryder Cup est immense comparativement à la Coupe des présidents. Et l'implication, il y a eu Mike Weir au fil des ans, Graham Dillett qui a bien fait, c'était en Ohio en 2013, mais ça a été sporadique. C'est plus... je sais pas, on dirait que là, au Canada, c'est tellement le hockey, d'abord et avant tout par des milles et des milles. Et le golf, lentement mais sûrement, mais que d'avoir la President's Cup au Royal Montréal en espérant que la réponse des partisans et surtout de toutes les corporations, toutes les compagnies, parce que c'est eux qui meublent les loges, en bout de ligne, vont faire en sorte qu'on va avoir sensiblement le même visuel qu'à Charlotte. En 2022, le visuel à Charlotte était franchement impressionnant, mais Charlotte est quand même c'est une ville quand même assez importante au niveau corporatif. Et tout le monde a bien répondu à l'appel. Est-ce que ça va être la même chose à Montréal? Je le souhaite, je l'espère. De ce que l'on a entendu, oui. Il restait encore des loges à vendre, mais reste que là, les billets à l'unité sont pour le grand public, c'est maintenant disponible. Le Royal Montréal, c'est un classique. C'est pur. C'est un de mes parcours préférés, là, pour revenir un peu aux premières questions. C'en est un. D'avoir ce joyau-là à seulement 30 minutes de la maison, c'est assez fantastique. Et d'avoir les contacts aussi pour le jouer à l'occasion. Mais non, est-ce que ça peut prendre de l'ampleur avec une victoire de l'international? Ça pourrait créer l'étincelle pour les années suivantes, ça c'est certain. Bon, eh ben, d'ici là, il reste encore quelques mois, il reste quelques échéances. Il y a donc le Master cette semaine, le Chevron Championship pour les femmes la semaine qui suit.
Et puis encore tous les autres majeurs, la FedEx Cup, etc. Enfin bref, encore pas mal de choses. Et il y aura la Solheim Cup aussi cette année, en même temps que, à la même période que la President's Cup. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, d'être venu avec nous. C'était un Merci. vrai plaisir. Ça a été un plaisir partagé, messieurs, de pouvoir parler de golf avec vous. À Ah, refaire. ah, Merci Assurément. beaucoup. on prend date pour le mois de septembre, peut-être en post-President's Cup, pour que tu nous dises, parce que tu travailleras sûrement, donc pendant la President's Cup, tu n'auras pas le temps, mais après, c'est sûr que ça sera toujours chouette d'avoir ton retour. Merci, messieurs, de votre présence une nouvelle fois. Cyril, Gugu, Olivier, très bon Masters à tous. Jean-Sébastien, encore mille merci. Merci à vous. Bon courage pour cette semaine. Parce que toi, nous, on va profiter du golf, mais toi, tu vas devoir travailler. Alors, J'en profite, mais c'était beaucoup Oui. d'énergie. Mais bon, j'adore. eh bien, on te souhaite une excellente semaine et puis à très vite aussi sur les réseaux sociaux si vous êtes intéressé, parce que JS Légaré, c'est son nom et il est sur Twitter. Évidemment, enfin X, pardon, ou 10, je ne sais jamais comment on l'appelle celui-là. À très bientôt, merci beaucoup. Merci. Bye bye. Au revoir.